Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui à nouveau d'accueillir Sophie, que vous avez découvert lors de sa première interview, qui était une interview de présentation, qui a eu d'ailleurs pas mal de vues, Sophie. Et je te remercie parce que tu nous ouvres sur un monde qui peut-être ne nous connaissait pas, Police pour la vérité. Et donc, c'est intéressant à la fois pour toi et pour nous de travailler ensemble et de toucher un petit peu le sujet de l'armée française. Donc aujourd'hui, tu as un gros thème à aborder avec nous et c'est pour ça que je vais te passer la parole très très rapidement. Et je te laisse donc présenter le sujet de ta conférence d'aujourd'hui. Et je te remercie d'être là. Merci aussi de me donner l'occasion de parler de ce qui se passe dans les armées, parce que c'est vrai qu'il y a relativement peu de travaux par rapport à d'autres secteurs d'activité, et ça reste souvent confiné à la communauté des chercheurs sur les questions de défense pour un public de militaires, et la plupart des gens pensent que les questions militaires sont trop compliquées et trop loin de leur quotidien pour s'y intéresser. Et là, donc, je vais parler des politiques de gestionnarisation dans le milieu militaire, sachant que ce sont des politiques qui ont été appliquées dans d'autres secteurs du service public. Et donc, je pense que ce que je vais dire parlera beaucoup à un certain nombre de personnes qui soient en fait dans le public ou dans le privé. Oui, et tu te bases sur un article que tu as écrit, je crois que c'est en 2020, il me semble. Voilà, Juin il est paru 2020. en 2020 dans la revue Gérer et comprendre, qui est gérée par l'École des mines de Paris. Voilà. Donc, effectivement, ceux qui veulent avoir le détail et pouvoir prendre le temps de le lire, le trouveront facilement sur Internet. Oui, et moi, tu m'as permis de le lire, cet article. Et vraiment, alors évidemment, moi, je suis aussi dans la fonction publique, donc il y a des choses que je connaissais. Mais là, quand même, on est dans une question de défense nationale. Et j'ai été surprise de voir à quel point ça touchait tous les domaines militaires. Et je ne pense pas que ce soit très, très bon pour notre autonomie militaire, notre indépendance et la défense de notre pays. Mais ça, je te laisse le développer. Merci. Alors, j'ai préparé un diaporama parce que j'ai pensé que ce serait plus facile aussi pour les personnes de suivre ce qu'il en est. Voilà, donc ça, c'est le titre aussi de l'article avec la référence. Et donc, j'ai mis le plan également pour expliquer un peu où je vais aller. Donc, il y a une première partie sur comment est-ce que cette rationalité gestionnaire est rentrée dans le monde militaire. Donc, on va passer par les différentes étapes, ce qui va nous amener dans une deuxième partie à nous dire, mais finalement, ces gestionnaires, comment est-ce qu'ils envisagent leur armée idéale pour eux? Elle doit ressembler à quoi? Et donc là, je développerai donc 3 points. Et en conclusion, on reviendra sur les limites de cette politique de gestionnarisation appliquée aux armées. Alors déjà, on peut se dire, mais c'est quoi cette rationalité gestionnaire dont je parle? Donc, elle est issue plutôt du monde privé. Le but, c'est assurer la pérennité de l'entreprise en optimisant l'emploi des ressources, c'est-à-dire faire le maximum qu'on peut avec un minimum de ressources. Voilà, si je fais ça de manière très, très simple. Et cette politique de gestionnarisation est issue d'un courant de gestion qui s'appelle le New Public Management, donc qui débute dans les années 80, donc après la période des 30 Glorieuses. On a moins d'argent et donc on se dit comment est-ce que je peux faire au moins aussi bien avec moins d'argent? Et ce courant-là dit la solution, en tout cas pour le secteur public, c'est de s'inspirer des pratiques qu'on a dans le monde des entreprises, puisque nous, on sait bien faire. Le but, c'est faire du chiffre d'affaires, c'est faire de l'argent. Donc, on a des méthodes qui fonctionnent. Et on va importer ces techniques-là issues du secteur privé pour les mettre dans le service public. Donc, il y a plein de services qui ont été concernés. On peut penser à la SNCF, la Poste. Enfin, les gens ont un petit peu des idées des changements qui ont eu lieu. Et on se dit, à première vue, dans le milieu militaire, pourquoi est-ce qu'on se soucierait de faire des économies? Normalement, on essaye d'avoir la victoire à n'importe quel prix. Dans l'histoire, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé en général. Et donc, on a le droit de s'interroger sur la pertinence d'appliquer cette rationalité-là, cette façon de voir dans le monde militaire. Alors, pour ce travail-là, juste pour expliquer un peu sur quoi je m'appuie, donc des ressources documentaires officielles, des rapports parlementaires, rapports de la Cour des comptes, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver. Et également donc, des entretiens que j'ai fait donc, plutôt sur la période 2010-2014 avec différents personnels du ministère de la Défense.
Alors ça, ce sont donc les différentes caractéristiques que j'ai pu noter et qui donnent à voir cette gestionnarisation du monde militaire, donc le fait de tout compter, instaurer le flux tendu, centraliser, mutualiser, également tout ce qui concerne la justification, la formalisation, il faut tracer, il faut faire du papier. On va aussi multiplier les textes réglementaires et donc normatifs dans le but de donner une cohérence, une certaine homogénéité, mais homogénéité unifiante en fait, on va tout unifier. Et je reviendrai sur cette notion d'ailleurs, je pense, d'homogénéité. Alors, donc la première étape, effectivement, on peut voir qu'on commence à s'intéresser à mesurer, compter, avec la nomination de Jean-Yves Elmer, donc à la tête de la DGA, donc à l'époque Délégation Générale pour l'Armement, devenue en 2009 Direction Générale de l'Armement. Il arrive en 1996 et il vient donc du secteur privé, du secteur des voitures, de chez PSA, où il avait mené une politique de réduction des coûts avec succès. Et donc, on s'est dit, on va aller le prendre lui. Il ne connaît rien à l'armement, mais ce n'est pas bien grave. Ce qu'on lui demande surtout, c'est de réduire les coûts des programmes d'armement. Il faut savoir qu'effectivement, les programmes d'armement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont vu leur durée augmenter. On avait un peu moins de 10 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est plutôt sur 20 ans pour des grands programmes aujourd'hui. Et ben forcément, plus c'est long, plus ça va coûter aussi d'argent. Et puis, ça devient également de plus en plus high-tech. Donc, on a un coût des programmes d'armement qui, effectivement, augmente. Et lui a dit, bah, pas de problème, grâce à moi, vous allez voir, donc sur 7 ans, je vais diminuer de pratiquement un tiers le coût des programmes d'armement. Super. C'est rassurant. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut dater le début de ces idées donc, issues du New Public Management au sein de la DGA avec cette arrivée là, de Jean-Yves Elmer. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Voilà, j'enlève le suspense. Alors, il y a quand même un changement de représentation qui est très, très fort. Donc, au début des années 90, on se disait que finalement, ce personnel militaire, il est corvéable à merci, puisqu'il est déjà payé, si je peux dire, puisqu'il est salarié, on l'a déjà payé, donc on peut lui demander de faire tout et n'importe quoi. C'est gratuit, quelque part, puisque c'est déjà payé. Et donc, pourquoi recourir à un secteur privé? Parce que là, si j'externalise, ça va me coûter plus cher, alors que là, ils sont déjà payés pour faire ce qu'on veut. Donc, ça n'avait pas de sens. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y avait une hausse des coûts des matériels militaires et le secteur privé avait un argument pour obtenir des contrats supplémentaires, c'était de dire à la DGA, écoutez, si vous me confiez des tâches que pour l'instant vous faites en interne, voilà, moi je vous fais le devis, ça coûtera tant. Vous voyez, c'est pas cher. Et le problème de la DGA, c'est qu'elle voyait effectivement combien ça coûtait si elle externalisait certaines tâches, mais combien ça lui coûtait, elle, en interne. Et bien, en fait, elle ne le savait pas. Voilà, ouais. C'était ça la difficulté, parce qu'il n'y avait pas de comptabilité analytique, il n'y avait pas des plans de charge, enfin, toutes ces choses-là qui parlent aux gens qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises, parce que c'est des techniques classiques. Mais à la fin du XXe siècle, ça ne fonctionnait pas comme ça, et surtout pas dans le civil. Alors pour faire rentrer excuse-moi, ce qui est quand même intéressant dans le fait que l'armée ait dans ses personnels tout ce qui est compagnie de support, mais aussi donc l'entretien du matériel, des véhicules, les formateurs, les entraîneurs, enfin des gens qui conçoivent des programmes et tout, c'est quand même une richesse et c'est une autonomie. De l'instant où on va déléguer ça à une entreprise privée, on perd totalement son autonomie. Alors peut-être qu'on a un contrôle sur le financement, mais quoique, parce que tous les ans, ça va augmenter, c'est obligatoire. Et puis, on ouvre tout le temps des tiroirs. Finalement, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Donc, on part d'un terrain qu'on connaît avec des gens compétents qui sont militaires, donc qui ont quand même, alors je ne sais plus si dans l'armée on prête serment, mais des gens qui sont engagés pour la patrie. Et en fait, on abandonne toute cette richesse et cette valeur morale pour aller vers des secteurs privés dont on connaît finalement pas grand-chose. Après, à part le rendement, mais ces gens-là, ils vont te faire gagner du fric peut-être, mais eux, c'est sûr qu'ils veulent en faire. Alors, c'est vrai que l'externalisation, ça a posé débat au départ. Donc, on s'est dit, ça ne sera pas sur des domaines trop stratégiques, mais on va revenir sur justement qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est le cœur de métier, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que c'est assez flou. On s'est dit aussi, bon, j'externalise, mais il faut que je garde la capacité de réinternaliser plus tard si jamais ça pose souci.
Et là aussi, on verra qu'il y a la théorie et la pratique. Donc, des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Il y a un autre principe aussi, j'avais prévu d'en parler, qui est je dois pouvoir confier à d'autres personnes et pas toujours aux mêmes, parce qu'après, je crée une dépendance. Et si celui-là, il ferme pour une raison X ou Y, eh ben, je me retrouve le bec dans l'eau. Donc, il y a des principes qui ont guidé les choix d'externalisation. Et là, au tout départ, ce que j'explique, c'est qu'on va externaliser des choses à des entreprises qui travaillent déjà pour la défense. Alors déjà, on peut se poser la question de la privatisation d'ailleurs des entreprises d'armement, parce que déjà, on commence à sortir du secteur public certaines activités. Bon, pour l'instant, ça fonctionne, cette privatisation des entreprises d'armement. Et donc là, dans le fil de mon histoire, la première étape, enfin une des premières étapes, ça a été pour la DGA, c'est ce qu'on m'a raconté, de louer les locaux d'essai. Parce que c'est vrai que la DGA possède des implantations pour ses essais. Et elle s'est dit, bah, après tout, je ne m'en sers pas à 24 heures sur 24. Donc, peut-être je peux me faire de l'argent un petit peu facilement, c'est en louant ces locaux. Mais la question se pose d'ailleurs sur le calendrier. Bon, voilà, là, personne s'en sert au niveau de la DGA, donc c'est libre. Mais si jamais l'entreprise dit, est-ce que je peux aussi le louer 3 jours d'après? Et là, on dit, bah, normalement, la DGA devait s'en servir. Se pose la question, est-ce que finalement je privilégie l'activité interne, ou est-ce que tant pis, je me prends 3 jours de retard, mais je vais gagner de l'argent de l'autre côté? Pour ça, il va falloir être en capacité de dire combien je gagne et je perds dans un cas, et combien je gagne et je perds dans l'autre. C'est là où, encore une fois, on peut savoir combien rapporte la location, mais combien coûte l'usage en interne. Ça, à l'époque, la DGA n'était pas en capacité de le chiffrer. Donc, il a fallu introduire des outils, dont ceux que je parlais. J'ai combien d'experts par programme, ils passent combien de temps dessus, combien de temps ils utilisent ces locaux, ce programme me coûte tant, et donc, voilà, entre guillemets, ça me rapporte combien d'utiliser les locaux en interne. Alors, au départ, les employés étaient favorables à l'introduction de toutes ces techniques de quantification. Voilà, combien d'heures je passe sur X ou Y programme, parce qu'ils m'ont expliqué qu'ils étaient en sous-effectif. Et donc, ils se sont dit, bah, si on met en place un système de plan de charge, la hiérarchie va se rendre compte qu'on est en sous-effectif et on va avoir du renfort humain ou du renfort financier. Donc, ça s'est bien passé pour l'introduction de ces nouvelles techniques, mais une fois que les calculs ont été faits, ils n'ont pas eu plus d'effectifs pour autant. Et ça, les chiffres, on le voit bien, que ça a quand même pas mal diminué, le personnel de la DGA. Ça a plutôt été le choix de dire, bah, dans ces cas-là, je vais pouvoir faire rentrer plus d'argent en louant les locaux, en sous-traitant certaines activités. Voilà, donc ça, c'est la partie où on va commencer à se mettre à mesurer, quantifier, compter combien ça rapporte, combien ça coûte. Un deuxième trait caractéristique de cette gestionnarisation, c'est l'introduction donc, du flux tendu. Donc, c'est le juste à temps qu'on connaît bien dans le civil. Je ne stocke plus trop de pièces parce que c'est une immobilisation de capital. Je veux pouvoir utiliser ce capital-là pour faire d'autres choses, pour le faire fructifier, pour investir. Donc, je réduis mes immobilisations et je pratique le juste à temps. Bon, dans la défense, on s'est dit, finalement, c'est pareil. J'ai plein de pièces de rechange qui étaient jugées donc, pléthoriques à l'époque. C'était le terme de l'époque. On est au début des années 2000. Et donc, quand on a besoin d'argent, on va arrêter ces immobilisations de capital et on va aussi mettre en place donc, le flux tendu. Il va y avoir ce qu'on va appeler une politique de juste suffisance dans le soutien des matériels. Donc, de combien j'ai besoin de pièces de rechange et j'en prends juste ça. Et quand j'aurai besoin, je passerai commande à mon industriel qui me les fournira. Voilà. Alors, c'est intéressant, cette histoire de juste suffisance, parce que c'était vraiment très à la mode, ce discours au début des années 2000. Et il y a un rapport du Sénat qui est paru en 2012 qui dit que tout ça, c'est juste insuffisant. Donc, il y a bien le constat que c'est peut-être un petit peu trop court, là, par contre, en termes de stock. Le chef d'état-major de l'armée de terre, l'année d'après, ça pose un problème pour le soutien, parce que, en fait, comme disent certains enquêtés, des fois, on peut attendre certaines pièces, alors pas toutes, mais certaines pièces jusqu'à 2 ans. Donc, c'est un peu long quand même. Ce qui fait que les maintenanciers doivent se débrouiller sur le terrain avec des prêts entre régiments, par exemple, ou s'il y a un véhicule qui est en panne, on va aller prendre les pièces dessus le temps qu'il soit réparé, mais ça sert de stock de pièces de rechange quelque part.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est donc l'autre chef d'état-major de l'armée de terre, son successeur en juin 2019, qui explique que depuis près de 30 ans, dans une audition dans une commission de l'Assemblée nationale, nous sommes en dessous des niveaux fixés pour les stocks dits de guerre. Et ça, c'est des choses qui s'entendent aussi ces dernières années, qu'en fait, on n'a pas assez de stock de pièces de rechange. Et quand on est dans une guerre, en fait, le stock il part généralement assez vite. Et il se rend aussi rapidement que ce qui descend. Et donc, là, on est vraiment dans les limites de cette politique de flux tendu. Et ça concerne tous les corps d'armée. Ah oui. D'accord, la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, tout le monde. Oui, oui. Donc, j'ai un enquêté qui se plaignait, donc lui travaillait dans la maintenance dans un régiment. Il dit moi, quand je vais chez le garagiste, ma pièce, elle arrive dans les 24 heures, mais voilà, là, dans mon régiment, ça ne met pas 24 heures. Ouais. Et en fait, non, c'est compliqué parce que les industriels expliquent que de leur côté, les quantités demandées par les armées sont, de leur point de vue, trop petites. C'est-à-dire que pour eux, pour faire des pièces, il va falloir qu'ils remettent en place donc, toutes les chaînes pour réaliser ces pièces-là. Donc, c'est assez lourd pour eux. Et si c'est pour sortir quelques dizaines de pièces, c'est pas rentable, en fait. Donc, pour les industriels, effectivement, ça se comprend, ça les intéresse pas beaucoup. Ou alors, ça coûte vraiment très cher la pièce. Après, les armées se disent que les industriels se font beaucoup d'argent sur leur dos par les pièces de rechange. Mais voilà, cette politique de flux tendu, oui, pour des voitures type Renault qui sont construites en quantité, là pour le coup, industrielle, effectivement, on peut sortir des pièces, c'est rentable. Mais pour les quantités de matériel qu'il y a dans les armées, où on est sur parfois plusieurs dizaines, où on a à peu près 200 chars, voilà, on est sur quelques dizaines ou quelques centaines pour pas mal de matériel. Quand on a besoin de pièces de rechange, effectivement, c'est pas très rentable. Voilà, on a aussi donc, pratiqué la juste suffisance sur le format des parcs. Là aussi, on s'est dit, voilà, on en a trop, on va réduire au juste besoin. Donc là aussi, qu'est-ce que c'est que le juste besoin ? Et on va donc partir sur les missions qu'on a et donc de combien j'ai besoin de véhicules, d'avions, de drones à côté. Mais cette histoire-là de juste suffisance, elle pose aussi problème parce qu'encore une fois, on n'est pas une entreprise, on n'est pas en temps de paix. Enfin, normalement, on ne fait pas des armées pour temps de paix, on fait des armées pour qu'elles pratiquent la guerre. Et normalement, dans une guerre, on va détruire les matériels de l'autre. C'est un peu le principe quand même de la pratique guerrière. Et donc, quand on a, par exemple, que 20 véhicules quelconques et qu'on en perd un, ça fait un cinquième. Qu'est-ce que je raconte un cinquième. Plus que si on en perd 1 sur 100. Ça se ressent beaucoup plus durement. Donc, il faut de la redondance, en fait, dans les armées. Et voilà, donc cette politique aussi de suppression ou de réduction des redondances a été dénoncée par le chef d'état-major des armées, donc c'était à l'époque l'amiral Édouard Guillot, déjà dès 2011, en disant que ça fragilisait les armées. Il ne pensait aussi qu'au mesurable, qu'à ce qui est quantifiable, ça pose problème aussi, et ça, je répondrai également. Voilà, donc puisqu'on essaie dans cette histoire-là de réduction des moyens pour fonctionner à l'économie, on a donc décidé de mutualiser les choses. On s'est dit, on va partager donc les moyens logistiques, partager les moyens financiers, partager les moyens humains et partager donc les matériels aussi. Donc au sein de l'armée de terre, on a mis en place en 2006 ce qui s'appelait la politique d'entretien et de gestion des parcs. C'est-à-dire qu'avant, chaque régiment avait ses matériels à lui. C'était en interne, les gens se servaient toujours des mêmes, on les connaissait bien, les maintenanciers, c'est pareil. Voilà. Là, on s'est dit, non, vous êtes plein de régiments qui se servaient du même type de véhicule, par exemple, hop, je vais mettre les véhicules ensemble et vous allez vous partager ce parc-là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un type de calendrier. On dit, voilà, tel mois, telle semaine, je pars en manœuvre, je réserve X véhicules. Le régiment d'après, il dit, tiens, combien est-ce qu'il m'en reste ? Et moi, je prendrai ce qui reste, ou alors je pars 2 jours après. Donc, voilà. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire que ce n'est plus les siens désormais. Donc, ça aussi, ça a changé quand même des choses et j'y reviendrai. Et sur cette histoire d'appropriation des matériels. On va aussi, alors voilà, pour mutualiser, on va distinguer ce qui relève de l'opérationnel et ce qui relève des activités de soutien. On va donc créer des bases de défense et des groupements de soutien des bases de défense qui vont donc regrouper tout ce qui est administration de soutien au service de plusieurs bases de défense. On va aussi donc créer des organismes interarmés. Donc voilà,
tout ce qui roule, ça va partir d'un côté en termes de soutien, tout ce qui vole d'un côté, et puis tout ce qui flotte de l'autre. Voilà, donc tout ce qui flotte, normalement, c'est que la marine, donc ça ne change pas beaucoup, quoique, il n'y a pas que la marine, mais quand même pour beaucoup. Enfin, ce qui vole, il y en a aussi donc, dans l'armée, dans la marine, hein, hélicoptères marine, avions qui vont sur porte-avions. Il y a des hélicoptères dans l'armée de terre, donc c'est vraiment là, pour le coup, interarmé. Tout ce qui est donc système de communication, ça sera la DIRISI, et puis on va créer en 2015 ce qui a été surnommé donc le Balargone. Donc tous les états-majors, plusieurs services vont être sur le site de Ballard, qui appartient d'ailleurs à une entreprise privée. Et là, ça rejoint ce que tu disais. On m'a raconté que quand il a fallu, je crois que c'était percer une fenêtre, ou alors installer une prise électrique, ça a coûté les yeux de la tête. Je me souviens plus du montant parce que je pourrais dire des bêtises, mais vraiment des sommes astronomiques et complètement délirantes, quoi. Voilà, donc effectivement, les partenariats publics-privés, ça s'est avéré plutôt dans la durée. Et puis pour une petite, pour un petit truc, quoi faire, hein. C'est pas du bricolage, mais quasiment. Là, pour alors, le coup, comment ils avaient les personnels pour faire ça? Alors là aussi, ce que tu dis, ça me fait penser à autre chose. C'est les politiques concernant les appels d'offres. Puisque donc avant, je pense que ça marchait pareil dans la police, tu me diras, un régiment qui avait besoin de petits travaux de plomberie ou d'électricité, ce genre de choses, on faisait appel à l'entreprise du coin qui venait, ils avaient l'habitude de venir. On me racontait que même des fois, les gens étaient sympas, ils venaient les dimanches parce qu'ils savaient qu'il n'y avait personne, ils n'allaient pas trop gêner. Donc voilà, ça permettait de faire les travaux au bénéfice de tout le monde, en fait. Et bien maintenant, au-delà d'une certaine somme, on doit passer par des appels d'offres, hein, c'est le principe de concurrence, et donc n'importe qui peut venir, c'est pas toujours les mêmes, on les connaît pas forcément, et ces petits arrangements-là deviennent plus difficiles à réaliser. Voilà, donc des politiques, y compris pour acheter des crayons, on me disait, enfin tout ce qui est petites fournitures de bureau, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc en fait, ça complique le quotidien des gens finalement. Mais c'est censé faire des économies. Voilà, donc on a mis en place des contrats de service, ça parlera aussi à ceux qui sont dans les entreprises, les contrats de service avec les petits tickets quand il y a des problèmes, des objectifs de performance, des suivis de qualité, donc toujours dans le but de réduire les coûts, évidemment, et d'accroître la qualité du service. Bon, en fait, alors moi, je ne sais pas vraiment si ça réduit les coûts et si ça accrue la qualité. Enfin, la qualité, je ne suis pas très sûre, en tout cas pas dans un premier temps, parce que ce qui est ressorti, et même là, donc c'est le commissaire aux armées qui dit ça en 2019, mais il y avait déjà des témoignages qui sont arrivés très tôt dans ce sens-là. C'est un sentiment d'éloignement, en fait, entre le monde du soutien et le monde des forces. Avant, le soutien était intégré au régiment, donc les gens voyaient le vécu, comprenaient les sentiments d'urgence, comprenaient les difficultés qu'il y a part sur le terrain, il y avait du lien. Là, forcément, quand on distingue géographiquement, quand on les éloigne géographiquement, les forces qui ont besoin de services et ceux qui procurent les services, c'est tout de suite plus compliqué. Mais en fait, on le vit en tant que simple citoyen avec les administrations de base, j'ai envie de dire, la CAF, la sécurité sociale, Pôle emploi, maintenant France Travail ou tout ce qu'on veut, où ça devient compliqué d'avoir des rendez-vous en physique. Voilà, on nous dit passez par Internet, faites un mail, faites un téléphone, appelez le numéro 39 machin. Et on voit que des fois, c'est compliqué de résoudre certains problèmes. Des fois, ça marche. On se dit, on serait dans un bureau, on prendrait un quart d'heure, ça planerait les choses et ça serait beaucoup plus simple. Là, c'est les mêmes problèmes, j'ai envie de dire. Voilà. C'est les mêmes problèmes et au-delà, je pense, parce qu'il y a quand même normalement dans l'armée un esprit de corps. Et là, en fait, tu le fractures, le corps. Et il n'y a plus cet esprit qui nous liait tous, en fait, hein, le bien du service, le bien des fonctionnaires ou des militaires. En fait, ça vole en éclats, tout ça. Oui, oui. Alors ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que dans les régiments, il y avait vraiment une culture particulière propre au régiment par rapport à son histoire. Il y avait une identité, donc il y avait vraiment cet esprit de corps. Et en fait, même le régiment, il a été fracturé, comme tu dis, puisqu'on a mis en place les GTIA, donc les groupements tactiques interarmés. Ça va rejoindre ce que je veux dire plus loin sur cette modularité qu'on a mise en place, hein, parce qu'on s'est dit, j'ai une opération extérieure quelconque, je vais prendre un module ici, un groupement là, une petite entité là, une compagnie, un régiment, et je vais
créer quelque chose et ce groupe-là va partir en opération extérieure. Donc, on est vraiment dans cet esprit de Lego dont je reparlerai aussi. Hein. Je prends les briques dont j'ai besoin et j'assemble pour la mission à remplir. C'est un peu le mode projet, si j'essaie de faire en parallèle avec ce qui se passe dans les entreprises. Mais oui, du coup, on perd cette cohésion, cette unité, cette identité soudée vraiment et qui crée cette identité régimentaire dans une optique purement fonctionnelle. Mais est-ce que l'efficacité est la même après? Parce que l'esprit de corps, ça participe de l'efficacité aussi quand même. Exactement. C'est une force. Moi, je trouve que c'est vraiment une force. Le mental, c'est la connaissance vraiment des hommes et des femmes avec qui on travaille, avec qui parfois on risque sa vie. C'est essentiel, quoi. Oui, à l'armée, ça s'appelle les forces morales et c'est un des facteurs de victoire. Eh ben voilà. Donc, il y a un premier bilan qui a été fait par la Cour des comptes sur les externalisations en 2011 et qui, justement, alors ne dit pas que du mal, hein, c'est pas l'idée, mais justement, comme tu disais, qu'est-ce que je peux externaliser sans risque et qu'est-ce que je garde? Et le discours, c'était je garde le cœur de métier. Et dans ce rapport, la Cour des comptes dit le problème, c'est qu'on n'a pas de définition claire et précise du cœur de métier, en fait. Hein. Les armées disent toujours que, voilà, vous inquiétez pas parce que je n'externalise pas le cœur de métier, mais c'est quoi le cœur de métier? L'état-major ne me donne pas de définition précise. Alors, on a tendance à considérer que c'est l'activité proprement combattante. Mais voilà, comme on vient de voir, en fait, le soutien, c'est quand même essentiel pour bien réaliser sa mission. Il suffit de regarder juste l'histoire militaire. Hein. Le fait de dire l'intendant se suivra, comme a fait Napoléon, ça ne marche pas à tous les coups quand même. Voilà, donc il y a parfois des difficultés ou savoir où on met vraiment la limite. Alors, il y a eu d'autres rapports parlementaires qui sont revenus sur ces externalisations en alertant sur le fait qu'il ne faut évidemment pas que ça nuise à l'autonomie stratégique des armées. Donc là, je reviens sur les deux principes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc principe de réversibilité. J'externalise, mais je dois pouvoir le récupérer en interne s'il y a besoin, c'est-à-dire garder les compétences, le savoir-faire, mais quand on ne pratique pas de X années, ça devient un peu plus compliqué. Il y a un autre rapport aussi qui est un peu plus récent, mais qui portait sur le transport, en fait, qui dit, en fait, là, on externalise énormément parce que tout simplement, on n'a pas la capacité propre d'effectuer du transport stratégique. On a le transport tactique, ça, ok, mais le stratégique, on l'a pas. On n'a juste pas les matériels, on n'a pas les avions, en clair, donc ni les pilotes, ni rien du tout. On a, jusqu'à ces dernières années, on recourait donc surtout à des transporteurs ukrainiens et russes. Alors, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, ça m'interroge beaucoup. Mais en tout cas, là, le principe de réversibilité donc, ne s'applique pas puisqu'on n'a juste pas la capacité de le faire. Le deuxième principe, c'est celui donc, de transférabilité des prestations externalisées, c'est-à-dire que, comme je disais, là, je fais appel à la société X, mais en fait, j'ai Y, Z, W qui se présentent, et donc, il n'y a pas de problème, je peux toujours faire appel à d'autres. Ce rapport-là, donc plus récent, disait que, en fait, des fois, il n'y a pas grand monde qui se présente à des appels d'offres de l'État. Et donc, la concurrence est assez limitée. Ouais. Dans le transport, ce sont souvent des anciens pilotes, d'ailleurs, militaires, hein, parce qu'il faut quand même savoir faire. Voilà. Ça aussi, je le constate, des fois, on externalise à des sociétés privées qui embauchent des anciens militaires. Voilà, donc on se dit, finalement, heureusement qu'il y a des militaires qui quittent l'armée pour alimenter ces entreprises, parce qu'il faut faire une certaine formation, une certaine expérience, et c'est quand même assez curieux. Bon. Alors, le quatrième point, voilà, c'est tout ce qui relève donc la formalisation, traçabilité, donc tenir des papiers, tenir compte, voilà. Donc ça se voit bien dans les entreprises. On veut contrôler ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, pouvoir toujours tout savoir où on en est précisément pour prendre les meilleures décisions. Alors, ce que j'ai pu observer dans le militaire, et moi, je n'observe pas tout parce que je n'ai accès qu'à ce qu'on veut bien me montrer, je n'ai pas d'habilitation, je n'ai pas accès à tout. Ce que j'ai pu voir, c'est que c'est surtout une question de sécurité. Alors, sécurité donc, de ses propres soldats, pour ne pas donc, risquer leur vie inutilement, et pour les civils. Voilà, ce qui renvoie à la notion de biopolitique de Michel Foucault, dont je parlerai plus tard. Ah, oh là, je suis passée très vite. Oh. Bon, je pense que j'en reparlerai après. Alors, j'ai dû déplacer une planche. L'autre point, c'est les textes réglementaires. Donc là aussi, on a en fait beaucoup plus de textes doctrinaux
au sein des armées, et puis aussi beaucoup plus de normes, ça c'est plutôt pour le monde industriel. Alors, sur les textes doctrinaux, en fait, donc, jusque vers la fin du XXe, il n'y avait pas forcément autant de textes aujourd'hui, puisque ça concernait principalement les unités combattantes, c'est ce qu'on m'expliquait, pour qu'ils sachent quoi faire en cas de rupture des communications, parce que ça peut toujours arriver, donc au moins elles savent un peu l'esprit, ce qu'on attendait. Il y a eu une accélération, alors aussi bien au plan technique qu'au plan tactique et stratégique, puisqu'on a en fait beaucoup plus de matériel nouveau qui sont arrivés, donc l'informatique, les réseaux, les drones, alors, tout un tas de choses qui ne venaient pas simplement remplacer de l'existant, parce que bon là finalement ça ne change pas grand-chose, hein. J'avais un matériel, un véhicule X ou un avion X que je remplace par un autre, donc finalement ça ne change pas grand-chose, mais finalement ça s'ajoute. Ça s'ajoute et il va falloir faire fonctionner ensemble en plus grand nombre en fait, de matériel. Et en plus, donc, des fois, il y a des choses où on se dit, si je rajoute du blindage, finalement, qu'est-ce que ça va changer? Et on me dit, en fait, si, en fait, ça va changer des choses parce que ça affecte l'ouverture du convoi, l'escorte, la formation des conducteurs, la maintenance, en fait, tout un tas de choses derrière. Et donc, c'est pas sans effet, ça a une vision donc, systémique, hein, comme on dit, et c'est pour ça qu'il faut avoir des textes pour pouvoir relier et faire fonctionner ensemble tous ces éléments-là. Il faut leur faire une partition. Je suis allée un peu vite. Voilà, donc il y a eu aussi beaucoup plus d'opérations qu'avant, puisque pendant la guerre froide, c'est bien parce qu'on savait qui allait attaquer, par où, les forces, les faiblesses, les moyens. Donc, quelque part, c'était facile. Un officier me dit. Donc, les choses étaient relativement simples, puisqu'on devait tenir 4 jours avant que le président appuie sur le bouton. Donc, ça aussi, c'est un élément qui faisait que c'était relativement facile. Il n'y avait pas beaucoup de contraintes, donc le plan était simple et clair. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas forcément, on se dit pas forcément que dans 4 jours, on enverra une arme nucléaire. Ça dure un peu plus longtemps que ça. On a quand même d'autres types d'opérations, et donc, vu qu'il y a cette imprévisibilité, on va faire beaucoup plus de textes pour indiquer aux gens comment bien se comporter. Alors là aussi, je vois une petite parenthèse. Si ma mémoire est bonne, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, où quand les Allemands tombaient sur des véhicules français abandonnés, ils trouvaient souvent justement des fameux papiers. Et ils ont, en se moquant un petit peu, ils ont dit que les Français faisaient une guerre de papier. Voilà, donc quand je vois qu'on multiplie les règlements doctrinaux, je me demande si on n'est pas toujours dans cette culture de guerre de papier. En tout cas, ce que ça traduit, et ce qui moi m'intéresse, c'est le rapport à l'incertain. On a un fort besoin de prévisibilité, et ça, c'est typique aussi de la rationalité gestionnaire. Dans les entreprises, s'il y a autant de contrôles avec des étapes de go, no go, hein, comme on dit, parce qu'on veut savoir exactement où on va, il faut vraiment prévoir les choses, on n'aime pas les aléas. En pratique, dans les entreprises, il arrive qu'on fasse des adaptations avec les règles de formalisation, tout simplement pour que ça avance, parce que trop de règles, ça met trop de contraintes, et des fois, ça bloque l'action. Donc là, dans les armées, on va aussi donc prescrire les comportements, et on veut aussi faciliter l'interopérabilité. Alors ça, c'est un autre point qui est très important, parce que on n'y va plus tout seul en fait au sein de l'armée française, hein, on y va toujours avec les autres, déjà parce qu'il nous manque donc des capacités, mais pas que. Ça nous donne aussi plus de légitimité de partir avec les autres. Et le problème, c'est que dans l'OTAN, on est quand même autour de 30, pour donner un ordre de grandeur. Et ça fait 30 cultures d'armées différentes quand même. Hein, voilà. Alors, pas 30 langues, mais quand même un certain nombre. Donc, il y a des différences doctrinales, culturelles. Il faut pouvoir faire fonctionner tout ça ensemble. Et donc, quand vous avez beaucoup de textes comme ça qui vous disent comment vous devez vous y prendre, c'est beaucoup plus pratique pour avoir de l'efficacité en sortie. Et dis-moi, par rapport à la prescription des comportements, qui est-ce qui fait ces prescriptions? C'est des militaires ou c'est des technocrates, comme on voit beaucoup aujourd'hui, des gens qui sont hors sol, qui ne connaissent rien, mais qui donnent des instructions à ceux qui sont sur le terrain? Qui est-ce qui les fait, ces prescriptions? Au sein des armées, il y a le CICDE qui s'occupe justement de rédiger la doctrine. Donc, ce sont des militaires qu'on met là et qui rédigent la doctrine d'emploi du drone X, Y, par exemple. Voilà. C'est rédigé à ce niveau-là. Donc, interarmée, justement, pour penser la coordination interarmée. Ok, merci. Alors, voilà, on va normaliser pour, donc dans le but de donner de la cohérence.
Oui, alors, pour le soutien, par exemple, justement, là, puisqu'on était sur je mutualise tout ce qui vole, j'aime bien prendre cet exemple-là, parce que comme je disais, donc, on est vraiment terre, air, mer. Ça veut dire que je prends des maintenanciers de l'armée terre, de l'armée de l'air, de la marine, je les mets ensemble et je leur dis voilà, vous êtes chargés de réparer tout ce qui vole, quelle que soit l'origine du matériel. Donc ça, c'est l'idéal en fait. N'importe quel maintenancier va pouvoir réparer n'importe quel matériel volant. Mais pour que ça marche, il faut avoir une seule façon de travailler en commun, indépendamment de la culture d'armée d'origine. Et là, un maintenancier m'expliquait, le problème, c'est que chacune des armées donc, a développé ses propres cursus de formation, a culturellement son approche du soutien, n'emploie pas nécessairement le même vocabulaire. Et donc, si on veut que ces gens-là soient interchangeables sur le terrain, il va falloir aplanir toutes les cultures d'armée, en fait. Donc, il n'y a plus d'identité. Donc, là aussi, voilà, c'est une identité commune. On fait fi de son armée d'appartenance, de ce qu'on a pris avant, et on sert donc le matériel, quel qu'il soit. Donc, c'est pour ça que je disais au début, c'est une normalisation. Enfin, on parle d'homogénéisation. Alors, moi, j'aime pas ce terme. Alors, on parle d'harmonisation. Voilà, c'est ça. Harmoniser, je n'aime pas du tout ce terme parce que je trouve qu'il est très trompeur. Un accord de musique harmonieux, on a 4-5 notes différentes et ensemble, on a un son qui est harmonieux. Là, on n'est pas dans l'harmonie, on est vraiment dans l'unification. C'est tout le monde est sur le la. Voilà. Là, oui, harmonieux aussi, mais en même temps, c'est la même note, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on ne sait pas faire avec la diversité, en réalité. La diversité est vue comme un handicap, donc pour faire donc, des économies de temps et d'argent. Ah, voilà. Donc, c'est là, excusez-moi, parce que je ne sais pas je pense qu'il y a un déplacement de planche. Elle est partie un peu trop loin, cette planche-là. Elle a un petit peu sauté. Donc là, je reviens sur mon histoire de sécurité. Voilà. Alors, là, je regarde si j'ai oublié. Voilà, donc effectivement, c'est juste celle-là qui est partie trop loin. Donc, sur mon histoire là, de sécurité, donc tracé, formalisé, il s'est mis en place ce qui a été étudié par d'autres, hein, c'est pour ça que je vous ai mis de référence, la judiciarisation de l'armée française. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des craintes de plaintes auprès d'un tribunal pour mauvaise conduite, on va dire. Voilà. Et donc, notamment en cas de décès de personnel. Alors, la plainte, alors on peut dire c'est un peu curieux parce qu'en militaire, par définition, il va risquer sa vie, il y a des chances qu'il meure. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir cette crainte-là de décès? Alors, la plainte la plus emblématique qui a vraiment beaucoup marqué les esprits, c'est celle qui a été déposée par les familles de militaires qui sont morts lors de l'embuscade du SBIN, qui est relativement connue. C'était le 18 août 2008. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui sont mortes d'un coup. Et en fait, ça a marqué les esprits parce que c'est le plus grand nombre de morts d'un coup en opération depuis 1983. Donc, donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est qu'apparemment, il n'y a pas eu de renfort. Et la hiérarchie a mis un peu de temps à réagir. Donc, les familles de ceux qui sont morts ont déposé plainte pour homicide, je crois. Voilà. Donc, involontaire peut-être, homicide involontaire. Je ne sais plus. En tout cas, ça a vraiment choqué un certain nombre de personnes parce qu'on se dit, quand même, ils se sont engagés. Alors moi, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, sur les défauts de commandement, de chaîne, de renfort. Voilà. Mais en tout cas, ça a soulevé des craintes telles que par la suite, alors certains m'ont dit que toujours en Afghanistan, il y a des chefs qui demandaient des ordres écrits, qui gardaient trace de tout parce qu'ils craignaient qu'en cas de problème, on se tourne vers eux. Alors, ils disaient, moi, j'ai suivi les ordres, c'est un tel qui m'a dit. Donc, ça a développé une culture, alors déjà, effectivement, de tout tracer et aussi de la défiance. Et ces histoires de décès, effectivement, ça pose un problème puisque normalement, mourir au combat, c'est un acte symbolique, ça a du sens. Un sens particulier. Et ce n'est pas un simple accident du travail qui serait évitable. Voilà. C'est vrai, mais ça dépend peut-être aussi des circonstances du décès. C'est là, et je pense que les familles, effectivement, ont le droit de savoir si tout a été bordé, on va dire,
pour protéger les soldats. Et si une fois que l'accident est arrivé, si tout a été mis en place pour leur porter secours et oui, les secourir le plus rapidement possible. Donc je pense que c'est ça le truc. Et il y a C'était le sens de l'enquête. C'était qu'il y ait une enquête pour qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Et à ma connaissance, ça a mis beaucoup de temps et je ne sais pas si ça a fini par aboutir. Et ouais, parce que ça, c'est important quand même, justement, en termes de confiance du personnel dans la chaîne hiérarchique et dans l'institution elle-même. Une institution qui protège, qui secourt, on a envie de foncer avec, c'est évident. Par contre, si cette institution elle est vacillante et qu'elle est très tiède, elle est timorée, là, on perd confiance en elle, hein, c'est évident. Ouais. Donc, avec tout ça, on commence à avoir une idée de l'armée vers laquelle souhaitent tendre les gestionnaires. Voilà, donc là, moi, j'ai mis 3 points. Donc, une adaptabilité, mais donc prédictible, toujours avec j'encadre bien les choses et les gens voient leur périmètre d'action limité. Un utilisateur idéal sur lequel je reviendrai aussi, et une armée qui sera donc homogénéisée et en fait civilianisée. Ça, me semble être un peu plus inquiétant. Encore. Tu nous développeras bien le terme civilianisé, ouais. Voilà, donc comme je disais, ces pratiques gestionnaires ont tendance à figer les choses. Et le problème, c'est que le combat de demain, non, personne ne le connaît. Et puis surtout, l'ennemi va essayer de ne pas se comporter tel qu'on l'avait prévu, parce que sinon, c'est pas drôle, il y a quand même peu de chances de gagner. Et ce côté imprévisible gêne en fait pas mal de monde. Voilà, donc j'ai mis quelques extraits d'entretien, que ce soit avec des ingénieurs ou avec des officiers qui se plaignent que ça va trop vite en fait quelque part, la menace va trop vite, les temps de développement des matériels sont pas sur le même rythme que l'évolution de la situation internationale, c'est-à-dire que je développe des matériels en ayant en tête un certain adversaire et un certain type de combat, mais comme ça met 10-20 ans pour sortir, le temps qu'ils sortent, la situation politique n'est plus la même, donc comment je fais pour m'adapter ? Donc, il y a eu des réformes organisationnelles, donc surtout à partir de 2018-2019, pour donner un petit peu de souplesse. C'est-à-dire, comment est-ce que, voilà, j'ai mon matériel qui suit le cours, mais comment est-ce que je peux l'adapter quand même alors, que ce soit en cours de route, mais le problème, c'est qu'on a un contrat qui fixe des spécifications techniques. Donc là aussi, ça fige un peu les choses. Donc, je peux faire des avenants, mais plus je fais d'avenants, plus ma facture va monter et plus mon matériel va mettre de temps pour sortir. Donc, il faut trouver une solution pour adapter à moindre frais et dans une courte durée. Et ce qui est déjà en service aussi, pouvoir l'adapter. Alors, une des solutions qui a été trouvée, c'est la modularité. Alors, ça, c'était déjà proposé par un futurologue qui est assez connu, qui s'appelle Alvin Toffler dans les années 70, dans son livre qui s'appelle Le choc du futur. Il dit, la solution, ça va être la modularité, c'est-à-dire que j'ai une espèce de socle commun, une base, un châssis, et puis dessus, je vais mettre des modules, des kits, des briques, voilà. Et comme ça, je peux m'adapter. Pour l'armée de l'air, par exemple, j'ai mon avion de base, et puis si je fais du combat air-air, je mets le kit combat air-air, je fais du combat air-sol, je mets le kit de combat air-sol, et comme ça, j'ai mon avion et je m'adapte à toutes les situations. C'est pareil, s'il y a des possibilités techniques qui s'ouvrent 10 ans après le départ du programme ou une fois que le matériel est en service, dans ces cas-là, je vais avoir un matériel avec une réserve de masse, c'est-à-dire, par exemple, il est prévu pour pouvoir tracter 80 tonnes et quand il sort, il en fait 70, donc j'ai 10 tonnes de marche. Je peux rajouter du montage, je peux rajouter d'autres matériels, ça roulera toujours. Donc une réserve de masse, une réserve de puissance électrique pour faire fonctionner ce qu'on va avoir aussi, et une réserve d'espace également sur mon véhicule. Donc c'est un surcoût de départ, mais au moins je peux rajouter des briques, remplacer une carte électronique avec une carte plus puissante, voilà. Mais on voit bien qu'on est dans la logique de j'anticipe, je fais la liste des possibles, et en face, je mets ma brique pour pouvoir m'adapter. Et c'est comme ça qu'on va penser l'adaptabilité, en fait. Donc, on est vraiment dans une logique de je prévois, je prédis, je programme. On n'est pas dans en fonction de ce qui se présentera, je bricolerai un truc ou je m'adapterai le moment venu. C'est vraiment j'anticipe et je fige un peu l'avenir. Mais avec cette logique-là, on va se penser donc performant, en fait, dans toutes les circonstances.
Mmh. Voilà, donc on va voir l'avion multirôle Rafale qui va remplacer cet appareil. Ça aussi, c'est une logique de coût parce que financer cet appareil, ça revenait trop cher. On s'est dit, je vais en faire un qui fera tout. Il va me coûter certes plus cher, mais moins que si j'en développais 7. Et ça, c'est pas faux. Cette modularité, on va aussi la retrouver dans le programme Félin, donc le fantassin du futur, qui a été donc lancé dans la décennie 90, entré en service en 2010. J'ai une partie tronc commun, donc notamment l'habillement, un armement aussi de base, des moyens de communication de base. Ça vaut pour tous les fantassins. Et après, j'ai des fantassins qui ont certaines spécialités. Montagne, tireurs d'élite, ce qu'on veut. Voilà. Et donc, ceux-là, ils vont avoir des kits, voilà, des briques plus spécifiques en fonction de leur mission. On va retrouver aussi cette modularité dans le programme Scorpion. Ce n'est pas que le renouvellement des véhicules blindés terrestres, c'est pensé un peu plus largement, parce qu'il y a également des outils de communication, ça reprend des éléments du programme Félin. On est dans la même idée de tronc commun et puis des briques qui s'ajoutent pour avoir cette adaptabilité après sur le terrain. Ce que moi j'appelle la polyvalence de luxe, en fait, parce que ça a un coût quand même, cette polyvalence. Voilà, mais le problème avec l'appareil qui fait tout dans toutes les circonstances, c'est qu'il peut y avoir un risque de surdimensionnement du matériel. Parce qu'on est aussi dans la logique qui peut le plus, peut le moins. Donc, je veux un appareil qui fait tout. Voilà, donc, il va faire le plus, mais également tout ce qui est en dessous qui réclamerait moins de puissance. Par exemple, ce qui m'a été rapporté, ça c'était dans la marine, dans les hélicoptères de la marine, on me disait qu'avant, on avait des grenades dans les hélicoptères. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, les grenades, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais mettre un missile à la place. Hein, voilà. Donc, le missile va remplacer tout ce qui est en dessous, donc grenades, roquettes, par exemple, parce que c'est tellement puissant que ça va tout détruire. Donc, ça fait tout. Mais le coût d'un missile, ce n'est pas le même que le coût d'une roquette, quand même. Voilà. Et selon ce qu'on cible, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Donc, il y a ce risque-là de surdimensionnement avec donc le coût qui va avec. L'autre problème aussi avec cet appareil-là qui fait tout, on retrouve cette histoire de redondance. Hein. J'en ai un, je réduis, j'optimise mes stocks. Mais le fait d'avoir plein de matériel, justement, c'est pas forcément avoir des doublons. C'est pas l'idée. Quand on parle de doublons, on est sur du quantitatif. Hein. Je mesure combien j'ai de matériel en stock. Et c'est vrai que devoir gérer 10 variétés de matériel plutôt que 3, c'est pas pareil. Je suis d'accord. Mais la diversité, pour les gens de terrain, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, pour eux, ils perçoivent comme une palette d'outils qui est à disposition et en fonction de ce qu'ils présentent, je prends celui-là ou je prends l'autre et je m'adapte en fait. J'aime bien cette idée de palette parce qu'on a ça dans la peinture avec les petits pinceaux fins, de plus en plus gros, le pinceau rond, le pinceau plat, voilà. On ne travaille pas pareil. En fait, c'est sûr, je peux avoir un seul pinceau, c'est plus facile en termes de gestion de stock, mais qualitativement, on y perd. Oui, selon le type de mission, tu auras des engins qui seront plus performants, plus malléables que d'autres, évidemment. Ouais. Plus léger à porter, je pense aussi à des choses, voilà, des gens qui sont sur le terrain, des fois c'est plus léger à porter aussi. Quoi. Ouais. Voilà, et puis l'autre problème aussi de l'appareil qui fait tout, c'est qu'il va falloir maîtriser justement toutes les performances de ce système d'armes. Et là, je m'appuie sur les travaux de Gérard Dubé et Caroline Morico sur les pilotes de Rafale, donc le Rafale qui remplace cet appareil. Et ils sont allés travailler auprès des pilotes de Rafale et ils se sont aperçus que les pilotes ne maîtrisent pas généralement 100% des potentialités de l'appareil parce qu'il est trop performant quelque part. Et on est obligé de respécialiser les pilotes derrière. Et puis en plus, si on veut pouvoir être performant dans toute la gamme d'actions du matériel, ça prend plus de temps de se familiariser avec tous les cadres d'emploi possibles. Et actuellement, ils ont justement beaucoup plus de matériel, c'est ce qu'on disait. Donc, certains me disent qu'ils passent beaucoup de temps à se former sur le matériel A, et puis le B, et puis le C, et puis le D. Ouais. Et là, on leur dit, au fait, tu as fait une formation sur le matériel A, donc c'est bon, tu connais. Ils disent, oui, entre-temps, j'en ai vu plein, je n'ai pas pratiqué. Voilà. Ouais. Donc, ça pose aussi des difficultés après derrière. C'est ça. Voilà. Et alors, je ne sais pas si le chiffre, par exemple, de la flotte de Rafale est public, si on peut le savoir. Autour de 200. Combien on en a 220, je crois. 220 Rafales, et on compte là-dessus
comment dire, ceux qui sont en révision, en maintenance. Donc, on sait à peu près combien on en a d'actifs à l'instant T. Enfin, l'armée le sait, oui, c'est sûr. Oui, l'armée le sait. Il faudrait que je recherche parce que c'est des chiffres qu'on a des fois dans les rapports parlementaires sur la disponibilité des matériels. Parce qu'effectivement, alors ça, c'était sur les hélicoptères. Parce qu'à un moment donné, sur les hélicoptères, ils étaient relativement anciens. Et effectivement, on en avait, je crois, 3/4 qui n'étaient pas en capacité de voler. Donc, il y a des fois des problèmes. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas du Rafale, hein, mais c'est vrai qu'il y a le stock global et puis ceux qui sont en état de voler. Ben oui, et ça on le voit notamment, tu vois, ça me fait penser au Canadair, où on a appris il y a 2 ans, quand il y a eu des incendies de partout en France, que tu avais plus de la moitié des Canadair qui étaient au sol parce qu'ils étaient en maintenance et que ça faisait des mois qu'ils étaient en maintenance. Donc c'est effrayant, quoi. Hein. Là, on se dit, mais on est complètement à côté de la plaque, complètement. Si la guerre c'est demain, eh ben on va pas nous demander d'attendre dans 6 mois, quoi. Hein. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a une puissance voilà, de tigre de papier, hein, c'est ce que je dis, parce qu'on a du mal à tenir dans la durée. Ça s'est vu avec l'opération Barkhane au Sahel, où alors pareil, j'ai pas forcément la bonne mémoire des chiffres, mais le potentiel d'utilisation des véhicules, en quelques mois, c'était ce qui était prévu de consommer en quelques années sur le territoire métropolitain en temps de paix. Ouais. Donc, il y a une usure accélérée des véhicules, effectivement, donc il faut les ramener dans les services de maintenance, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, on en a beaucoup moins sur le théâtre d'opération. S'il y en a un qui se fait détruire, comme je disais, ça se ressent d'autant plus durement. Donc, ça a posé beaucoup de problèmes les premiers mois en termes de maintenance parce que ça ne suivait pas derrière. Le temps que les industriels remettent les chaînes, que ça sorte, tout ça, ça prend du temps, effectivement. Oui, et ça explose le budget annuel, Aussi. qui n'a plus de sens. Eh ouais. Oui. Alors, sur nos appareils qui font tout, là, puisque justement, le pilote se retrouve, entre guillemets, pas à la hauteur de son système d'armes, et je mets vraiment des guillemets, ça peut être un argument qui est utilisé par certains pour dire on va automatiser encore davantage les appareils pour faciliter le travail du pilote. Et cette histoire-là de je vais faciliter, j'automatise, donc ça devient un peu plus compliqué aussi pour le pilote de savoir ce qui se passe, parce qu'il faut qu'il comprenne aussi ce que fait la machine, il y a plus de performance. Donc, il n'est plus à la hauteur, donc je remets encore des automatismes dedans. Ça, c'est une boucle qui est très bien documentée. C'est infernal, ça, c'est infernal. Voilà, donc ça, c'est un argument qu'on retrouve aussi dans la feuille de route de l'IA donnée par la ministre de la Défense à l'époque, en 2019. Hein. Voilà, on va encore mettre un peu plus d'intelligence artificielle pour pallier les prétendues limitations humaines. Bien sûr. Donc, comment est-ce que les combattants réagissent? Alors, globalement, ils sont plutôt contents d'avoir des aides automatisées parce qu'il y a tellement d'informations qui leur arrivent, parce qu'on a aussi mis en place des tas d'outils pour avoir un maximum d'informations, parce qu'on s'est dit que plus j'en sais et plus j'ai de chances de prendre la meilleure décision. Donc, je collecte un maximum d'informations, mais après, il faut bien les traiter, et généralement rapidement quand même. Donc là, on va faire appel justement à de l'intelligence artificielle pour faire une espèce de pré-tri des données. Et ils se disent, comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur ce qui est essentiel. On revient sur cette fameuse notion quelque part de cœur de métier. Qu'est-ce que c'est que le cœur de métier? Dans quelle mesure je peux déléguer à des machines? Sur quelle base se fait ce pré-tri? Ça, c'est des questions que je me pose parce que justement, la situation, elle évolue dans le temps. Donc, peut-être que les algorithmes qu'on a mis en place à un moment donné sont pertinents à un moment donné, mais dans, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, peut-être qu'il faudra revoir les critères d'appréciation pour faire ce fameux pré-tri. Et dis-moi, parce que ça me rappelle un roman de Laurent Gounel, Intuito, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on fait de la capacité de l'être humain à intuiter, à déduire aussi, tu vois, ça, l'IA, on pourra toujours courir derrière. Hein. Je veux dire, il y a des fois, ça fait non à l'intérieur, hein, et le pilote ou l'homme de terrain, il dit non, je peux pas y aller là, ça va mal se passer. Il peut pas te l'expliquer objectivement, mais c'est lui qui a raison, quoi. La plupart du temps, c'est l'homme qui a raison. Donc, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans? Je sors peut-être un peu du sujet. Non, mais pas du tout. Il y a des chefs militaires qui ont même fait des articles
qui parlent de l'intuition du chef militaire et qui disent mais la guerre, ça restera un art parce que justement, il y a ce côté-là de je sens l'ennemi. À un moment donné, on finit par le connaître un petit peu. On sait comment il est capable de réagir, son style en fait, hein, si je peux dire. Quelqu'un qui va être particulièrement rusé, d'autres qui n'aura pas la ruse comme atout, donc il va se comporter différemment. Et le chef militaire, à un moment donné, il arrive à sentir ça, justement. Et c'est c'est toute l'opposition entre l'art et la science, qui est une opposition très classique. Et ceux qui sont justement dans la prévisibilité, la maîtrise, donc le déterminisme, voient de côté plutôt science avec je mets des règles et je vais formaliser, et donc je peux créer des algorithmes derrière, et donc l'IA peut remplacer l'humain. Et l'autre qui va dire oui, mais enfin tout n'est pas formalisable, on ne peut pas toujours mettre des règles derrière, puis de toute façon il y a des règles pour définir les règles, ça c'est un argument aussi de quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas tout réduire à des règles, il y a aussi cette part-là. Je rebondis aussi sur ce que tu dis. Souvent, l'homme a raison. Alors moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu dans le monde des ingénieurs, où quand il y a des problèmes, on va dire c'est une erreur humaine, c'est la faute humaine. Évidemment. À longueur de temps, et on n'a pas du tout. Moi, je n'ai jamais entendu de discours sur justement l'art humain ou le côté intuitif. Alors ça, pas du tout dans le monde des concepteurs. Je ne l'ai jamais entendu. Et ça crée une opposition entre les... Alors, je vais dire le monde des concepteurs et le monde des usagers, mais en fait, ce n'est pas exactement ça, parce que chez les concepteurs, il y a aussi des officiers qui viennent du terrain, mais qui sont pris par leur casquette conception, et justement, cette fameuse judiciarisation, ce formalisme dans lequel ils doivent rentrer parce que ça rassure, et parce qu'ils se protègent aussi juridiquement. Et sur le T1, alors là aussi, les gens sont partagés, c'est ce que j'ai vu du côté des combattants. Ceux qui ont de l'expérience, eux, vont me parler de l'intuition. Mais les jeunes qui débarquent depuis quelques années, ils n'ont pas ce recul-là. Et quand on leur dit je vous donne des aides, ils disent oui, pas de problème, je prends. Il leur faut du temps avant de se rendre compte qu'il y a cette dimension-là. Et il faut qu'ils restent aussi suffisamment longtemps. Parce que, alors là aussi, je connais mieux l'armée de terre. Les engagés volontaires, en moyenne, ils restent 7 ans. Ça fait relativement peu, je dirais. C'est, voilà, pour avoir vraiment cette expérience-là, de pouvoir défendre le point de vue de l'intuition. Celui qui m'en a parlé, c'est un colonel, hein, qui était parti en Afghanistan, d'ailleurs. Hein, voilà. Mais donc, très intéressant. L'utilisateur idéal, non, il n'a pas d'intuition, parce que dans ces cas-là, on ne le maîtrise pas. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il va être imprévisible dans son comportement, puisqu'il va s'adapter en situation à ce qu'il voit. Il ne va pas rentrer dans les cadres déjà définis. Donc, celui-là, il va poser problème, en fait, finalement, quelque part. Donc, du point de vue des matériels, on va avoir aussi une évolution du rôle, puisque les gens vont devenir des gestionnaires de système. Et ça, c'est ce que disent les pilotes de Rafale. Hein. Donc, il y a des phrases qui disent bien que avant, j'étais un pilote, voilà, je combattais, ce qui permet aussi de faire voir sa valeur, son courage, son héroïsme. Voilà. Et là, je deviens donc un gestionnaire de système. Et moi, j'ai eu la même chose dans un cavalier qui était rentré dans le char Leclerc et qui dit voilà, je suis passé d'un système d'hommes qui servait à un engin à pilote de système d'armes. Voilà, donc c'est gestionnaire de système. Quoi. Voilà. Il me dit, tout à coup, j'ai eu le sentiment que doit éprouver un pilote d'avion ou un pilote d'hélicoptère. Voilà, parce que tout est calibré sur mesure, tout est optimisé. Il doit faire ça et il ne faut pas qu'il sorte du cadre. Ce qui veut dire que les concepteurs doivent d'ailleurs tout prévoir à l'avance sur une durée de vie de 40 ans en moyenne. Donc forcément, c'est un peu stressant quand il faut tout prévoir sur 40 ans, voire 60 ans quand on commence à prévoir un système d'armes. Voilà, il me dit, tout est prévu. La technologie prend tellement de trucs en compte qu'en fait, la part de l'homme, elle est entre guillemets limitée. Alors, pas du point de vue qualité, expérience de combat, tout ça, mais dans ce qu'il peut et dans ce qu'il a le droit de faire. Et c'est là où on a donc cette fameuse réduction de la marge de liberté, hein, ce qu'appelle zone de braconnage, Pierre Bouvier, ce qui pose un peu problème parce que donc, en guerre, donc, on a dit, c'est comme l'imprévu, c'est quand même un petit peu l'essence de la guerre. Donc, on a besoin de s'adapter à l'imprévu. Et donc, quelle est la marge de liberté qui nous reste pour s'adapter à ce qui était prévu?
Voilà, et cette action humaine, elle est réduite aussi dans le domaine de l'entretien, dans le domaine de la maintenance. Donc il y a plusieurs niveaux, hein. Le premier niveau, c'est celui des combattants, c'est voir un peu ce qu'on peut faire à son niveau. Voilà, des fois, ça peut se réduire à lancer l'auto-diagnostic et ça s'arrête là. Le deuxième niveau, ça va être le garagiste, hein. Je remplace mon bloc défaillant et puis je le remplace par un autre bloc que j'ai, si possible, en stock. Sinon, il faut que je le commande avec les délais de livraison. Et le troisième niveau, ça va être l'industriel qui, lui, va vraiment faire de la réparation. Alors, ce que je dis là, c'est schématique, hein. Il y a une répartition qui est faite au départ quand on commande son matériel. Et puis ensuite, en cours de route, généralement, les militaires essaient de rogner un petit peu sur ce qu'ils ont le droit de faire et de piquer un peu des choses au domaine de l'industriel pour avoir une marge de manœuvre, là aussi, d'action et pouvoir réparer sans être dépendant de l'industriel. Voilà, et donc un mécanicien qui me dit j'ai l'impression de plus faire mon métier de mécanicien, en fait. Le travail avait perdu de son intérêt parce que si c'est pour lancer l'auto-diagnostic et changer le bloc, c'est pas très intéressant. Voilà, donc on va voir des servants qui avaient une certaine autonomie, qui vont devenir des techniciens, qui vont exécuter un geste technique prévu. Ça, c'est l'évolution typique donc, de l'approche gestionnaire dans le travail. Je pense que des personnes doivent avoir le même sentiment dans leur métier. Et ça devient un utilisateur, en fait, qui est effacé, puisqu'il se cantonne à ce qu'on l'a dit de faire. Alors, ce qu'il doit faire et comment il doit le faire aussi. Et c'est là où cette histoire de vertu martiale, elle va disparaître, parce qu'on va demander surtout une compétence technique, en fait. Ça, c'est un philosophe, Frédéric Gros, qui le disait déjà en 2006. Et c'est là où on peut aussi perdre le sens de son travail, mais le sens, comme on disait, le côté symbolique aussi du métier de militaire. Bien sûr. Il y a de la frustration, hein. Je pense que ça gère de la frustration, tout ça. Chez certains, ça peut. Et le deuxième problème, c'est que le bon geste technique, c'est pas juste manipuler comme on m'a dit qu'il fallait que je fasse. J'aime bien la formule de Audricourt qui dit c'est l'action humaine qui réussit. Alors là, je vais prendre l'exemple d'une machine à laver qui est en panne. Quand on a le réparateur qui vient, on ne lui demande pas d'avoir une manipulation conforme aux gestes prescrits dans son manuel. On lui demande que la machine à laver, elle remarche après quand il sort. Voilà. Donc, c'est l'action humaine qui réussit. C'est ça qui compte, finalement. Donc, il a besoin de bien connaître le fonctionnement de la machine à laver. Donc, plus on met de choses avec des briques numériques, on ne sait pas comment ça marche, et plus ça devient difficile de bien comprendre le fonctionnement de la machine. Ça aussi. Et cette expérience-là, cette intimité avec la machine qui fait qu'au bout d'un moment, on sait comment ça marche et c'est beaucoup plus rapide de faire une réparation. Et quand on a des véhicules qui tournent tout le temps avec cette fameuse PEGP, de politique d'emploi et de gestion des matériels, on n'a pas forcément le même véhicule, on perd cette intimité, cette connaissance avec son matériel. Donc, on perd en capacité de pouvoir exploiter vraiment 100% des potentialités de son matériel. Et c'est là où l'action de l'homme, pour moi, elle est essentielle, plutôt que de mettre l'accent sur le matériel qui va avoir cette capacité d'adaptation à la situation. C'est l'homme qui est capable, par une bonne connaissance de son matériel et par une bonne appréciation de la situation, de savoir comment tirer le meilleur parti de son matériel, vu la topographie, hein, déjà l'insertion de l'environnement topographique, mais aussi ce qui est en train de s'y dérouler, donc la manœuvre. Je pense que l'adaptabilité, elle doit plutôt miser sur l'humain et sur sa capacité à faire le lien entre le matériel et la situation. Tout à fait. Oui, voilà, donc cet officier aussi qui me disait, voilà, quand on a un certain niveau de standardisation, et on y va de plus en plus vers la standardisation, je pense que ça n'a pas d'importance. Je pense que dans le char Leclerc, ça n'a pas d'importance d'être dans ton char ou pas. Parce qu'on a dans cette ergonomie qui est standardisée. Donc finalement, voilà, peu importe, il dit. Mais dans ces engins qui étaient plus rustiques et où l'ergonomie, donc tout en étant standardisée, ne t'apportait pas assez. Voilà, tu étais tout le temps en train d'essayer d'inventer, voilà, de faire plus, de faire des trucs, parce que donc on n'avait pas trop et c'était son char. Alors, ça faisait réfléchir. Trouver des solutions soi-même. Voilà, ça permet d'inventer des solutions ad hoc et justement de trouver vraiment le bon truc pour la bonne situation. Et pour ça, on a besoin de l'incomplétude de l'objet. Et alors ça, j'insiste parce que les concepteurs
essaye justement de tout prévoir au plus juste. Et je pense qu'il faut la politique inverse, de laisser la liberté à la personne de pouvoir bricoler quelque chose en situation. Mais la standardisation avec son uniformisation, elle a un intérêt, c'est qu'à matériel interchangeable, on a un servant interchangeable. Et ça, c'est intéressant, surtout quand on manque de personnel, voilà, Ouais. et qu'il y a des turnovers qui sont plutôt élevés. Voilà, là, au moins, je peux changer le servant, il n'y aura pas de problème, il s'adaptera toujours parce que c'est le même matériel et j'ai des gens qui sont interchangeables en face. Donc, c'est une politique vraiment très différente. Oui, Politique et ça va à l'encontre de, comment dire, l'outil, l'engin et le prolongement de ma main, tu vois, ou de mon corps, de mes capacités à réagir avec. Et c'est vrai que, ben oui, on va dire, je sais pas moi, tel engin équivaut à tel engin, oui, certes, mais dans le fait de s'approprier un outil de travail, il y a aussi cette façon de le reconnaître, d'avoir confiance en lui et de se Oui. sentir mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est important, quoi. Oui, oui, c'est très juste. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu aussi dans mon travail de terrain. Le fait d'aimer son matériel, en fait, je Ouais. m'étais aperçue que ça favorisait le fait d'en exploiter toutes les potentialités, j'ai envie de dire. Voilà. Et Donc, il y a d'en besoin, prendre soin. oui, aussi, Mm. voilà, de savoir ce qu'il est capable de faire et de se dire, mais finalement, dans cette situation, je pourrais faire ça avec ce matériel. Parce qu'il y a cette affinité qui s'est créée, en fait, Mm. avec le servant. C'est ça. Et voilà, on va plutôt vers une armée donc homogène et civilianisée, c'est-à-dire qui s'aligne aussi sur le civil. Voilà, parce que donc il y a cette prolifération de normes et ce désir aussi de standardisation qui a lieu. Voilà. Et alors, cet alignement sur le civil, je l'ai vu, il y a plein d'exemples, mais je donne celui-là qui concerne l'armée de l'air, qui a adopté donc une réglementation de navigabilité qui s'inspire beaucoup de ce qui existe dans l'aviation commerciale. Donc, un officier de l'armée de l'air me dit, voilà, si vous êtes part 145, donc c'est la réglementation civile de navigabilité, pour tel appareil, pour passer FRA 145, donc le volet militaire, il n'y a quasiment rien en delta à faire. Pourquoi on a conservé les spécificités militaires? Ben ça, je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas trompé à l'origine. On aurait pu faire le choix de dire je prends la norme civile stricto sensu. Et alors là, il m'a raconté ça et je me suis dit, bah, il n'est même pas capable de justifier pourquoi on garde des spécificités militaires. Mais je ne sais pas, vous êtes militaire. La réglementation de l'aviation commerciale, elle est pensée pour des avions civils dans un contexte de temps de paix. Moi, ça me paraît évident qu'il y ait des différences Mm. entre les deux, en fait. Et là, il n'est même plus en capacité de me justifier pourquoi il pourrait même y avoir des différences entre le monde civil et le monde militaire. Là, Oui, ça c'est m'a assez énorme, ouais. Mm. ça m'a scotché. Et alors, de plus en plus, les concepteurs, alors que ce soit même de réglementation, essayent de ne pas défier à la norme, qui entendu la norme civile, en fait. La norme civile devient la norme de référence, y compris pour le milieu militaire. On ne cherche pas à savoir si ça fait sens ou pas, vraiment, voilà, on l'applique. Alors avant, on pouvait faire rouler des véhicules militaires, enfin pour faire rouler des véhicules militaires sur les routes civiles, quand il y avait une question de poids, on devait demander une dérogation au service des mines. Maintenant, c'est la DREAL. Aujourd'hui, on va concevoir des véhicules qui respectent dès le départ la norme civile. Comme ça, on n'a même pas besoin de demander de dérogation. Alors pourquoi la DGA me disent que c'est eux qui engagent juridiquement leur responsabilité sur la sécurité des biens et des personnes à travers les matériels dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. C'est leur rôle d'autorité technique. Donc ils me disent, si jamais il y a un problème, c'est moi qu'on va chercher et qu'on va mener au tribunal. Donc je ne prends pas de risque. Ce qui donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Donc l'avion de transport militaire, capacité tactique, donc c'est là 400M qui est entré en service en 2013. On a demandé une certification civile de navigabilité pour un avion militaire. On peut se dire, mais pourquoi? C'est un avion militaire. Il a déjà son propre papier, comme quoi il respecte bien les normes dans le domaine militaire. On l'a aussi demandé dans le domaine civil. Alors pourquoi? Parce que depuis la guerre en Yougoslavie,
on a basé des avions militaires donc, en Italie et ils devaient survoler donc, l'Italie déjà pour aller jusqu'en Yougoslavie et donc des populations civiles qui n'avaient rien demandé. Et on s'est dit, mais si jamais il y a un crash d'avion quelconque, hein, je ne sais pas, dans un retour d'opération, il est atteint, il s'écrase, on va avoir des gros problèmes avec l'Italie et les gens qui sont potentiellement morts. Donc, on a besoin de justifier que ces avions sont sûrs quand ils survolent des populations civiles en temps de paix. Et pour ça, on va demander le fameux papier qui justifie que mon avion est sûr pour voler. Donc, la certification. Mais le problème, c'est que l'A400M, ce n'est pas un avion de transport de passagers. Hein, voilà. Théoriquement, il est capable d'emporter de l'armement, lui aussi. Mais la procédure de certification, elle ne regarde pas un avion avec de l'armement. Ce n'est pas prévu pour. Donc, en fait, au certificateur, on a présenté une version civile de l'appareil qui ne volera jamais. De temps en temps, on leur disait, bon là, vous ne regardez pas, parce que bon, c'est quand même un peu sensible, hein, vous regardez plutôt par là-bas. Et on a donc certifié cet avion-là. Sachant qu'il y avait donc des normes qui étaient particulières pour protéger les passagers, puisque les passagers, on ne fait pas des tours d'avion comme ça, on ne va pas très vite, voilà, maintenant on vole quand même tranquillement. L'A400M, il y a des gens qui sautent de l'appareil en vol quand même. Hein. Voilà. On fait rarement ça chez un Airbus qui fait un avion de ligne. Donc, il y a quand même des conditions d'emploi qui sont extrêmement différentes. Et donc, on a imposé des normes de sécurité qui ne font pas du tout sens dans le milieu militaire. Et donc, tout ça pour certifier un avion qui ne volera pas sous cette forme-là. Donc, moi, je ne sais pas trop le sens que ça a, mais apparemment, ça rassure les gens. C'est pareil pour les bâtiments de projection et de commandement. Donc, ça, c'est des bâtiments pour la marine. Où on a respecté les normes civiles parce que ça coûtait moins cher en conception, parce que voilà, c'est standardisé, les gens savent faire tout ça. Mais seulement, il y a des normes incendie dedans. Et quand il y a des bateaux qui prennent feu, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On évacue tout le monde. Hein. Voilà, c'est la procédure. Dans le domaine militaire, c'est rare qu'il y ait un accident qui fasse que le bateau prenne feu. Normalement, il y a un missile qui lui tombe dessus, ça explique pourquoi il prend feu, ça ne tombe pas comme ça. Et puis les gens sont formés pour faire face à un incendie, on leur demande de rester quand même sur le bateau, de contenir le feu pendant 1 heure. Ce n'est pas les mêmes individus, le contexte n'est pas le même. Donc, quel est le sens d'appliquer exactement les mêmes normes, en fait, alors que le cadre d'emploi et puis les personnes sont radicalement différentes. Voilà. Et donc, un ingénieur de l'armement me dit, voilà, en théorie, on peut déroger. Mais la question qu'on pose, et là, c'est moi qui signe, donc c'est moi qui vais voir le juge après, c'est est-ce que c'est normal qu'on déroge? Est-ce que c'est normal de déroger? Oui, je ne sais pas, ça me paraît... Voilà. Bon, on va voir que la question, elle en fait pas si simple. Et donc, un ingénieur leur dit, voilà, on ne peut plus s'auto-signer des dérogations, en fait. Ce n'est pas que la loi a changé, en fait, c'est qu'il y a vraiment un changement de représentation. On considère qu'on ne peut plus faire du monde militaire un monde à part, que les militaires sont des travailleurs comme les autres. Voilà. Un autre personnel de la DGA qui me dit, voilà, on est dans cette logique à la fois bizarre et juste, qui consiste à dire, ce n'est pas parce qu'un matériel est militaire qu'il doit ignorer les progrès de sécurité du monde civil. Parce qu'en fait, la majeure partie de son temps, ce matériel militaire sera utilisé en entraînement. Et est-il tolérable de faire courir des risques à des gens en entraînement, alors qu'on devrait, à l'entraînement, quand même, faire en sorte qu'ils soient en permanence protégés? Voilà. Un autre de l'armée de terre qui me dit, en fait, ce sont des normes qui ont toujours existé dans le civil. Et je pense qu'à un moment, alors je ne sais pas exactement quand, quelqu'un, je ne sais pas qui, a dû décider qu'il n'y avait pas de raison que les militaires en France ne soient pas protégés au même titre que n'importe quel salarié pour des nuisances connues et identifiées. Voilà. Donc les militaires deviennent n'importe quel salarié. Les spécificités militaires, ce sont des déviances par rapport à la norme civile qui est devenue la référence. Et voilà. Moi, je pose des questions. Est-ce qu'on ne se pas de faire du matériel militaire pour temps de paix, en respectant des normes prévues pour temps de paix, d'entraîner des soldats pour temps de paix? Est-ce que c'est toujours pertinent d'appliquer donc les mêmes raisonnements normatifs alors que le contexte est très différent? Alors, je dis pas quand on a des gens qui sont dans l'artillerie, voilà, qu'on les protège pour pas qu'ils deviennent sourds, j'ai envie de dire oui, parce que ça, mettre des bouchons d'oreilles, ça ne change pas grand-chose à son métier de militaire. Mais après, quand ça devient des normes de protection qui, en fait, empêchent les gens d'avoir une liberté d'action sur un théâtre d'opération, là, c'est pas pareil. On m'a rapporté qu'il y a des sécurités que les militaires qu'une opération juste débranche parce qu'en fait, ça les contraint dans l'action à un moment donné. Quoi. Voilà.
Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Sur un véhicule, d'après les normes du civil, quand il y a quelqu'un qui a plus d'1,20 m du sol, de mémoire, c'est 1,20 m, il faut qu'il soit attaché. Quand les gens montaient sur ce véhicule blindé, ils étaient un peu plus d'1,20 m. On m'a dit, on fait quoi? On les attache juste pour qu'ils grimpent sur leur véhicule? Enfin, voilà. Donc là, la solution qui a été trouvée, c'est un système antidérapant. Et je pense qu'il faut être un peu intelligent, effectivement, des fois. Les protéger, oui, voilà, pour des choses, mais que ça ne les empêche pas de faire leur travail. Ils ont besoin voilà, d'un peu marge de liberté et qu'on n'en vienne pas à certifier des choses qui n'existent pas, en fait. Et qui n'ont pas de sens, oui. Donc c'est là où je parlais de cette armée donc biopolitisée, puisque donc ce qu'explique Michel Foucault, c'est que le rôle de l'État est d'assurer la protection, de protéger la vie de sa population. Voilà. Et donc là, en fait, le problème, c'est que l'État se retrouve donc coincé entre, d'un côté, cette norme biopolitique qui dit qu'il faut protéger au maximum la vie de ses soldats, et en même temps, la mission des soldats, c'est quand même d'aller risquer leur vie. Donc, il y a quand même là une contradiction qui est ressentie par les militaires, puisque c'est le chef d'état-major de l'armée de terre 2019 qui disait nos morts et nos blessés ne sont pas des victimes, mais bien des héros. Voilà, ils ont réalisé un sacrifice au nom de la nation. Si on ne sent pas que c'est un sacrifice qui nous oblige, c'est pas un simple accident du travail quand même. Un soldat qui se retrouve mort, lui, il symbolise la nation en armes. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là avec donc cet alignement sur le civil et cette judiciarisation. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, avec ce que moi j'appelle la rationalité gestionnaire derrière le New Public Management, parce que je ne suis pas dans la gestion et que je trouve que la rationalité gestionnaire, ça dit bien ce qui, moi, m'intéresse. C'est une certaine manière de penser les choses, une certaine logique. On est donc dans une logique comptable, on va chiffrer, on va mesurer, on va quantifier, on va calquer les mêmes réformes prises dans l'entreprise privée, hop, on va les mettre dans le secteur civil, et au final, on va avoir des travailleurs qui vont réaliser un geste technique qu'on leur dit de faire en amont, et on leur demande de maîtriser ce geste-là. Ils doivent être interchangeables, parce que comme ça, c'est plus simple pour que l'entreprise tourne. Si ils ont des problèmes, on va les aider avec un petit peu d'intelligence artificielle de ci, de là. Et on va leur donner là aussi des matériels standardisés parce que c'est également plus simple après en termes de gestion. Et pour être performant en toute situation, on va leur mettre des kits qui vont s'adjoindre pour avoir le bon outil au bon moment. Donc là, on voit bien qu'on est dans un fantasme de maîtrise derrière et qu'on a une certaine vision de la puissance et de ce qui va nous procurer cette puissance-là. Voilà, de l'interchangeabilité, une logique de rouage, quels que soient les individus et les matériels, puisqu'ils sont standardisés, on aura toujours ce qu'il faut en face. Mais l'ennemi, il ne va pas se battre sur le terrain du fort, en règle générale. Voilà. Alors là aussi, il y a des chiffres qui sont très intéressants, c'est que quand on a un différentiel de puissance de 1 à 10, c'est un historien militaire qui a fait les calculs, si on ne se bat pas sur le terrain du fort, on a quand même, de mémoire, 2 chances sur 3 de gagner. Donc voilà. Et même si on se bat sur le terrain du fort, je crois qu'on était à combien? Des chiffres qui étaient pas mal quand même, au moins une chance sur 3 ou plus que ça pour y arriver. Donc voilà. Donc plutôt que de chercher justement à tout maîtriser, planifier, prévoir les listes de futurs possibles avec les armements en face, je pense qu'il serait un peu plus pertinent, ça reviendrait moins cher, puis ce serait plus rapide aussi, de développer les capacités humaines en fait d'adaptation et de réactivité en disant voilà, vous sur le terrain, de quoi vous avez besoin, quelle est la palette d'outils dont vous avez besoin, outil qui ne coûtera pas forcément très cher d'ailleurs pour pouvoir vous adapter à la situation. Et puis changer aussi de logiciel, ne pas avoir peur de l'aléa, de l'incertain, mais plutôt être en capacité, s'entraîner à savoir tirer parti de l'imprévu. Voilà, j'ai telle situation qui me tombe dessus, voilà, c'est quoi le réflexe, avoir cette gymnastique intellectuelle pour savoir voilà, comment je peux me débrouiller avec les moyens du bord pour faire face à la situation. Et là, on n'est pas dans une logique de maîtrise. Et oui, je pense pour ma part que plus il y a de cadres
de décisions qui sont prises en haut, hors du terrain, et plus c'est compliqué sur le terrain, parce que justement, on ne laisse pas le responsable, celui qui est les pieds dans la boue, on le laisse plus réfléchir en fait. On coupe les gens de leur réflexion, de leur intuition, et tout en leur donnant du matériel, on le voit, qui est soit tellement technique que ils ne savent plus l'utiliser à 100%, soit en leur donnant des trucs qui sont plus ou moins en panne, ou en leur donnant pas parce que c'est à la remise depuis 6 mois et tu l'auras peut-être dans un an. Enfin, je trouve que on a bien abîmé quand même vraiment le rôle concret de notre armée. Et je ne sais pas, en fait, je me pose la question, est-ce que les militaires aujourd'hui sont heureux dans leur travail? Est-ce qu'ils sont heureux d'être là? Je crois qu'il y a aussi beaucoup de démissions ou de départs anticipés dans l'armée. Ça exprime quelque chose. Et je pense qu'il serait temps que les grands penseurs, là, ils y réfléchissent à ça. Au lieu de penser gestion, économie et compagnie, il ferait mieux de penser à comment faire vivre cette belle institution. Oui, c'est une belle conclusion aussi, effectivement. Ça veut dire en fait basculer le pouvoir ou le contrôle de la hiérarchie vers les gens de terrain en leur faisant plus confiance, quelque part aussi. Ouais. Confiance dans leur capacité. Oui. D'autant que si on a des matériels plus techniques, ça pose des questions en termes de recrutement, parce qu'il faut des gens qui soient haut niveau, aussi bien pour s'en servir que pour assurer le soutien derrière. Et là, on voit que ça coince à l'heure actuelle. Il n'y a pas assez de candidats et la qualité attendue par rapport à ces missions-là n'est pas forcément là non plus. C'est ça. Mais écoute, en tout cas, c'était très, très intéressant. Alors déjà, moi, je me suis régalée. Je peux enlever ton diaporama? C'est bon? Je m'étais déjà régalée à lire cet article dont je vais remettre voilà le lien si les personnes qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter souhaitent le lire. Il est très, très clair. Bon, là, tu l'as bien évidemment surdéveloppé, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant à lire et je trouve que tout citoyen, tout patriote devrait le lire et puis surtout défendre son armée. Il faut qu'on défende notre armée contre des décisions politiques qui sont, enfin moi je trouve que c'est pas les bonnes. Et parce que quand on défend notre armée, on défend notre pays aussi, parce que c'est notre armée qui nous défendra. Voilà. Écoute, on est à que en fait, ce qui se passe dans l'armée, c'est pas forcément difficile d'accès, parce que c'est souvent ce que moi j'ai pu entendre depuis des années. Oui, mais c'est trop technique, c'est trop compliqué. Ben, en fait, là, ce qui se passe dans les armées, c'est pareil dans les entreprises et dans les services publics. On est dans le même bateau et on a les mêmes problèmes, grosso modo, en fait. Voilà. Avec bien sûr quelques spécificités, mais il ne faut pas que ça nous divise. C'est ça. Mais écoute, je te remercie 1000 fois. C'était super intéressant. Et donc, on se retrouvera pour une prochaine capsule sur un autre sujet, puisque tu es une mine de renseignements. Et puis que les personnes qui nous écoutent sachent qu'à l'issue de ces capsules, alors on n'a pas encore défini combien il y en aura, mais à l'issue de ces capsules, tu leur proposeras une conférence interactive. Donc, si vous avez des petites questions, des réflexions à faire sur les sujets qu'on aborde au fil des semaines, n'hésitez pas à les noter sur un petit calepin qu'il ne faudra pas perdre, hein, parce que vous retrouverez Sophie au bout de ce petit chemin pour discuter aussi en face à face. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.